Radio J. Pont-Neuf, Shlomo Malka. Radio J. Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Olivier Guès pour son livre Mésopotamia, paru aux éditions Grasset. Olivier Guès, bonjour. Bonjour Shlomo. Je suis ravi de vous recevoir donc pour ce livre où vous rendez hommage à une figure qu'on ne connaissait pas et qui a joué un rôle éminent dans la construction de l'Orient au lendemain de la Première Guerre mondiale, Gertrude Bell. Vous lui rendez hommage à travers un récit qui est aussi un roman. Si j'ai bien compris. Qui est un... Oui, c'est un petit peu le traitement que j'avais réservé à Joseph Mengele en Amérique du Sud. C'est-à-dire c'est un récit, ou en tout cas c'est une non-fiction écrite comme un roman basé sur une très 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 solide documentation et sur l'histoire du Moyen-Orient pendant et après la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que ce livre vous éloigne beaucoup de vos sujets habituels. Je ne parle pas seulement de Joseph Mengele, mais des romans que vous avez écrits par ailleurs. Je pense que comme un certain nombre des auditeurs, je m'intéresse à plein de choses et quelque part... Écrire sur le Moyen-Orient, pour moi, c'était un peu un retour à mes premiers amours, parce que j'ai beaucoup étudié l'histoire de la région pendant mes études, notamment en Angleterre, et j'ai parcouru la région à la fin des années 90 et au début des années 2000. Après, effectivement, j'ai fait autre chose, je me suis plutôt orienté vers l'Allemagne. Aujourd'hui, je vis en Italie, mais c'est toujours resté un objet de fascination. Un objet de fascination, parce que c'est une espèce de Laurence d'Arabie au féminin. Et en quoi diriez-vous qu'elle est l'architecte du Moyen-Orient aujourd'hui ? Alors déjà, il faut comprendre un petit peu qui était Gertrude Bell. Effectivement, elle est très méconnue, voire inconnue en France. Gertrude Bell est la fille, en tout cas l'héritière d'une immense fortune, famille d'industriels ayant profité, ou en tout cas ayant fait partie des pionniers de la première révolution industrielle britannique. Ce sont des métallurgistes dans le nord de l'Angleterre. C'est une femme très particulière qui a fait des études à Oxford, ce qui était rarissime à la fin du 19e siècle, diplômée en histoire moderne. C'est une archéologue, c'est une exploratrice, c'est une intellectuelle. Elle parlait le persan, elle parlait l'arabe, elle a été alpiniste. Et elle a fait des voyages un peu partout dans le monde, voilà, elle a fait en des Grèce, tours du monde. à Rome, à Petra. Non, elle a fait plusieurs tours du monde et à un moment, elle se prend de passion pour l'Orient, d'abord la Perse, et puis elle va apprendre l'arabe à Jérusalem. On est à la toute fin du 19e siècle. Et au fur et à mesure, elle va quitter les villes pour s'enfoncer dans les déserts. Désert de Syrie, désert d'Arabie, désert de Mésopotamie. Et lorsque commence la Première Guerre mondiale, sur le front oriental, dans la guerre qui oppose les Britanniques à l'Empire ottoman allié des Allemands, eh bien, parce qu'elle connaît tellement bien la région que le Foreign Office va la dispatcher à Bassora au début de l'année 1916. C'est comme ça qu'elle débarque au Moyen-Orient, en tout cas pendant la guerre. Et c'est comme ça qu'elle découvre, à la fois, comme vous dites, l'archéologie, les grandes, la Grèce, Rome, tout ça, on sent qu'elle aime le Proche-Orient, un peu à l'image de Laurence d'Arabie. Il n'y a qu'une seule chose qu'elle déteste, dites-vous, ce sont les chiites. Oui. Gertrude les déteste, les chiites, écrit-elle, c'est faux, c'est violent, c'est sordide, leur spiritualité et leur dogme est dicté par des vieillards fanatiques ignorants et qui lui répugnent. Absolument, mais parce que tout ça a une histoire. Gertrude Bell découvre l'Orient par la Perse. En 1892, son oncle est ambassadeur britannique à Téhéran et elle vit une première histoire d'amour malheureuse en Perse
Et elle a de très 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 mauvais souvenirs en fait d'un certain fanatisme chiite. Elle retrouve les chiites en Mésopotamie 20 ans plus tard, et elle se rend compte en fait que s'il est relativement facile de discuter avec les tribus sunnites, les chiites qui sont au centre et au sud de la Mésopotamie, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont beaucoup plus religieux, ils ne veulent aucune influence étrangère et surtout pas occidentale et chrétienne, et elle, qui très rapidement devient la chef des renseignements britanniques en Mésopotamie occupée, n'arrive pas à avoir d'informations. Et donc, effectivement, les chiites, ce n'est pas la passion de Gertrude, et quelque part, c'est ce qui va être le tombeau du royaume d'Irak qu'elle va créer, puisque les chiites, déjà à l'époque, étaient majoritaires. Et donc, elle met à la tête de ce royaume un roi sunnite, qui n'est autre que le roi Faisal, un hachémite, dont on retrouve la famille aujourd'hui régnante à la tête de la Jordanie. Et Faisal est un sunnite. Et ça ne prendra jamais véritablement avec la majorité de la population. Donc, dès le départ, sa construction est bancale et le ver est dans le fruit, d'une certaine manière. Alors, on assiste dans ce livre à tous les bouleversements géopolitiques de la région, les ambitions des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les Kurdes, le sort de la Palestine, le partage entre le roi Hussein père et le roi Hussein fils. Alors, on découpe les régions et tout ça dans une ambiance fin 19e siècle, entre deux bals, entre deux soirées mondaines. On discute de tout ça. Absolument. Alors déjà, il faut comprendre quelque chose vraiment de fondamental. À travers la vie, le parcours de Gertrude Bell, j'ai voulu raconter la construction, la matrice en fait du Moyen-Orient moderne. Le Moyen-Orient, pendant 4-5 siècles, avait été presque oublié, dans la mesure où la découverte des Amériques et le contournement de l'Afrique par la mer, en fait, avait éloigné les grandes routes commerciales du Moyen-Orient, ce qui avait été le cas pendant des milliers d'années. À la fin du 19e, le canal de Suez entre en fonction, en 1869. Et donc, évidemment, vous avez un raccourcissement immense des routes commerciales. Donc là, le Moyen-Orient déjà redevient le nombril du monde. Et plus encore, c'est la découverte du pétrole. Et c'est surtout l'utilisation du pétrole comme moteur de la seconde révolution industrielle. Et donc, à partir de la fin du 19e, toutes les grandes puissances, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie, un petit peu plus tard les États-Unis, vont se jeter sur le Moyen-Orient. Et donc, on voit bien qu'on est à l'origine, en fait, du Moyen-Orient barycentre du monde, et barycentre dont on n'est jamais sorti aujourd'hui. D'où les luttes, d'où les guerres incessantes qui bouleversent la région. Et donc, Gertrude Bell, donc, je l'ai dit, elle est chef des renseignements britanniques à Bagdad. Elle impose sa vision avec quelques autres qui composaient le fameux bureau arabe du Caire au début de la Première Guerre mondiale, auquel appartient Lawrence. Ce bureau arabe s'oppose à une autre vision qui est celle de l'Empire des Indes, puisqu'on oublie aujourd'hui, mais l'Empire des Indes régnait sur une partie du Moyen-Orient, notamment toute la région du Golfe Persique. Et donc, à cela, vous ajoutez encore le centre londonien, bien évidemment. Et donc, vous avez 3 centres de pouvoir qui, au sorti de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est défait, eh bien, rivalisent pour dessiner ce Moyen-Orient moderne. Donc, c'est une diplomatie extraordinairement complexe, personne ne la contrôle véritablement, ce qui fait que vous avez à la fois la révolte arabe avec la promesse d'un grand royaume arabe, vous avez la déclaration Balfour qui promet une nation, une patrie pour les Juifs au Moyen-Orient, en Palestine, vous avez les promesses aux Français, les promesses aux Russes, les promesses à tout le monde. Il y a dans tout ça, en plus, les rivalités entre Paris et Londres, les accords Sykes-Picot, les débuts du sionisme. Au fond, on s'aperçoit que rien n'a changé. Les rivalités aujourd'hui sont le produit des rivalités d'hier. Complètement, et c'est ce que j'ai voulu raconter dans Mésopotamia, dans ce roman, dans ce récit. C'est la genèse, en fait, du monde moderne. C'est la genèse de la mondialisation, c'est la genèse de l'économie carburée. En gros, c'est la genèse de notre monde à travers le parcours d'une femme
méconnue, voire inconnue, qui a été au centre du jeu, qui a quand même été la femme la plus puissante de l'Empire britannique au début des années 20, il y a un siècle. Et c'est un peu en même temps un Orient de clichés, c'est l'Orient de l'orientalisme de la fin du 19e siècle. C'est l'Orient tel que les Occidentaux le percevaient à l'époque. Moi, dans mes romans, ce qui m'intéresse, c'est de recréer l'atmosphère et les discours tels qu'ils pouvaient exister à l'époque. Tant que possible, bien évidemment. Donc je laisse les protagonistes parler comme on parlait à l'époque, et j'essaye de recréer cette atmosphère. Il y a aussi, enfin, il y a une documentation, une liste de livres dont vous vous êtes inspiré, qui est assez impressionnante. Vous consultez toutes les archives. Il y a Churchill, il y a Malraux, il y a Agatha Christie, il y a Hannah Arendt, il y a Bernard Lewis. Oui, bien sûr. Mais par vous exemple, avez beaucoup lu Bernard Lewis, d'où cet orientalisme-là. Je dirais pas que Bernard Lewis est quand même un grand spécialiste du Moyen-Orient. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ses conclusions, mais c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur le Moyen-Orient. Mais non, mais prenez le cas d'Agatha Christie que vous avez cité. Personne ou peu de gens savent qu'Agatha Christie a vécu à Bagdad. Elle a été mariée à un très grand archéologue, absolument. Qui est très présent dans ses livres. Et elle a écrit 2 romans d'ailleurs sur la Mésopotamie. Et elle aurait pu croiser Gertrude Bell à quelques mois près. Et elle vivait comme vous, comme vous-même en Italie. Tout à fait. Partie de sa vie. Donc, par exemple, c'est intéressant de lire Agatha Christie quand on prépare un roman sur la Mésopotamie des années 1920 ou sur le Moyen-Orient. Donc, j'ai utilisé toutes sortes de sources, à la fois des sources de fiction, mais qui permettent de s'imprégner de l'atmosphère de l'époque, et puis évidemment des travaux plus historiques. Alors, on voit passer Jérusalem à quelques reprises, et Jérusalem, on a l'impression que ça l'angoisse un peu, Gertrude Bell. Absolument. Pour quelle raison? Elle n'est pas religieuse, Gertrude Bell. En fait, elle ne comprend pas la religion. Elle ne comprend pas l'islam, par exemple. Elle s'intéresse aux Arabes, mais elle s'intéresse peu à l'islam. Et comme un certain nombre de gens au début du XXe siècle, ils considèrent que en fait, la religion est une chose du passé, une chose totalement arriérée, et qu'au fond, ce sont les peuples qui dicteront leurs lois, les nations qui dicteront leurs lois aux religieux. Donc elle passe à côté. Enfin, on n'est pas obligé d'être religieux pour s'intéresser à Jérusalem. Non, absolument. Au 19e siècle, il y a Chateaubriand, il y a Flaubert, tout le monde va à Jérusalem. Elle est peu sensible à Jérusalem. Que voulez-vous que je vous dise? Peut-être que c'est aussi quelque chose que moi j'ai ressenti, puisqu'il y a quand même une part de subjectivité c'est un roman, mais elle n'est pas sensible au discours religieux, à la religiosité. Ça l'angoisse quelque part. Au fond, celui qui l'a le plus marqué, c'est Laurent d'Arabie. Ce sont des frères d'âme quelque part. Ils se ressemblent énormément. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ce sont des marginaux, de par leur vie privée, de par leurs intérêts. Ils se sentent à l'étroit, en fait, et ils vont s'inventer une autre vie au Moyen-Orient. Et donc, ils vont se passionner pour les Arabes, sont des passionnés du désert, et surtout, ils ont une passion pour les Bédouins, qui leur ressemblent beaucoup, qui sont des êtres libres, conservateurs, rebelles, et qui finalement, par définition, sont des nomades. Et Gertrude comme Laurence sont des nomades. Et ce sont des idéalistes, quelque part. Et Laurence a fait disparaître, mais sans le vouloir, pas complètement en tout cas, a fait disparaître de la mémoire collective la figure de Gertrude Bell. D'abord parce que Gertrude Bell était une femme et à l'époque, on n'accordait pas une importance fondamentale au rôle des femmes dans l'histoire. Et surtout parce que Laurence a écrit Les 7 piliers de la sagesse, qui est un livre-monde, ce que n'a jamais fait Gertrude, même si elle a beaucoup écrit, un certain nombre de livres, parce qu'il y a eu le film, évidemment, qui a inscrit dans le patrimoine de l'humanité l'aventure de Laurence, même si c'est aussi un roman, correspond pas du tout à la vérité historique. Et puis aussi peut-être parce que la créature de Gertrude, c'est-à-dire ce royaume d'Irak, hachémite,
et balayé en 1958 par une révolution d'une violence incroyable. C'est-à-dire que l'Irak, un peu plus tard, Saddam Hussein va prendre la tête de cet Irak-là, refuse totalement l'héritage de Gertrude Bell et des Britanniques. Il faut quand même se souvenir qu'en 1958, la famille royale, donc les descendants de Faisal que Gertrude Bell met sur le trône, est massacrée, et que le premier ministre de l'époque s'appelle Nouri Saïd, avec qui Gertrude a travaillé dans les années 20, qui est un compagnon de Faisal, qui est un compagnon de Laurence, non seulement est assassiné, on l'enterre, on va déterrer sa dépouille, on va la démembrer et on va la traîner dans les rues de Bagdad accrochée à un pare-choc. Et donc ça, c'est l'héritage de Gertrude. Et donc Gertrude disparaît aussi parce que le pays qu'elle a créé, le royaume qu'elle a créé, est violemment rejeté par les Irakiens dès la fin des années 50. Alors, ça sera intéressant dans un instant de savoir finalement qu'est-ce qui reste de cet Orient dans le Proche-Orient aujourd'hui parce que finalement, on peut lire votre livre sans avoir la moindre mention de l'actualité. Il n'y a rien de l'actualité qui transparaît dans le livre. Vous allez nous dire pourquoi. Mais je voudrais un instant, puisqu'on parlait de Laurent d'Arabie, et que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un côté Orient des clichés. Et c'est très visible dans la couverture qui est très belle, très très belle, mais on n'arrive pas à savoir véritablement si c'est Gertrude Bell qui est sur le chameau ou si c'est Laurent d'Arabie. Moi j'ai l'impression que c'est Laurent d'Arabie, non ? Ce sont vos fantasmes, Shlomo, vis-à-vis de... Ah non, ce sont les vôtres. Laurent d'Arabie, c'est vos fantasmes à vous. Ça, on en parlera, mais pas tellement. Non, pour moi, ça me semble évident que c'est Gertrude. Alors évidemment, c'est intéressant ce que vous dites, j'avais pas pensé à ça. Non, pour moi, c'est une évidence que c'est... Et à la rigueur, peu importe qui est sur la couverture. Oui. Ça crée une atmosphère. Oui, c'est l'atmosphère du Moyen-Orient des années 20, des années 30. Et donc, Gertrude, lorsqu'elle se promenait dans le désert, eh bien évidemment, elle s'habillait comme Laurence. Et elle-même se considérait comme un homme. Ah bon ? Oui, elle considérait, c'est pas du tout une avant-garde féministe. Et elle était clairement, vous dites, qu'elle travaillait pour le... Anti-suffragette. Qu'elle travaillait pour le renseignement bien évidemment, depuis très longtemps. Mais c'est comme ça qu'ils se rencontrent avec Laurence. Ils se rencontrent en Syrie, sur un site archéologique de Carchemish. Ils travaillent sur le passé, sur des ruines hittites, et ils deviennent amis parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes intérêts intellectuels, qu'ils ont les mêmes intérêts pour la région, et que ce sont des gens fondamentalement bizarres pour l'Angleterre de l'époque, avec une sexualité tous les deux très, très, très particulière. Oui, ce sont des amoureux. Enfin, elle, c'est une amoureuse. Alors, ce sont des amoureux transis, mais ce sont aussi des deux personnages qui ont un rapport au corps extrêmement complexe, avec un rapport presque masochiste par rapport à la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'un, comme l'autre, a parcouru le désert. Enfin, il faut imaginer la souffrance, que c'est l'endurance qu'il faut. Avec l'idée de la punition, quelque part. L'idée, en fait, finalement, qu'ils sont différents des autres et que pour se sauver, même s'ils ne sont pas religieux, même pour se sauver, ils doivent souffrir. C'est très particulier. Et puis, l'idée aussi que vous développez, d'ailleurs, dans le livre du rêve, de l'idéal. Ce sont tous les deux des rêveurs, des idéalistes. Et vous citez Laurent disant « Les rêveurs du jour sont des hommes dangereux car ils peuvent agir leurs rêves, les yeux ouverts pour le rendre possible. » C'est la conclusion du livre. C'est-à-dire que, et Laurence, et surtout Gertrude, qui elle a des responsabilités politiques plus importantes et à plus long terme que Laurence, les deux sont des rêveurs. Ils avaient cette vision et arabiste et impérialiste. Gertrude a accouché d'un monstre, on peut le dire, le royaume d'Irak, la future République arabe d'Irak. Et on voit bien que depuis un siècle, c'est un pays incroyablement instable, qui est au cœur quasiment de tous les problèmes du Moyen-Orient, et que par un certain manque de lucidité, par une certaine passion, par une forme de naïveté, sont des rêveurs, comme vous l'avez cité, comme Laurence le dit,
et que ces rêves-là ont eu un impact, ont eu des conséquences gigantesques sur la région. Alors, en dehors de cette mention de l'actualité tout à l'heure qui me semble très, très pertinente, elle a une vue du chiisme qui est l'embryon du fanatisme d'aujourd'hui, ça, elle l'a très bien perçu. Oui. Mais on est étonné qu'il n'ait pas été sensible, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs ni Laurence ni Gertrude Bell, à la renaissance du peuple juif, qui, à la fin du XIXe siècle, est quand même un mouvement important qui va bousculer la région. La naissance du sionisme, ce journaliste viennois qui décide que il va y avoir l'entrée du sionisme dans ce monde que vous décrivez. Alors, effectivement, Gertrude Bell a une vision très négative du projet sioniste. Elle n'y croit pas un instant. C'est une arabiste. C'est une arabiste, elle a une passion pour le monde arabe. Elle ne déteste pas le mouvement sioniste tel quel. Elle déteste l'idée de ce projet. Elle pense que c'est quelque chose qui ne va pas prendre dans la région, qui va créer un certain nombre de problèmes. Et les Britanniques étaient eux-mêmes très divisés sur le sujet. Il y a un certain nombre de mythes auxquels je m'attaque dans le roman. D'abord, c'est la révolte arabe. La révolte arabe, c'est pas une geste généreuse de Laurence, c'est une réponse au djihad proclamé par l'Empire allemand au début de la Première Guerre mondiale. Donc ils bricolent quelque chose, ils disent on va faire un contre-djihad, et c'est comme ça qu'ils trouvent le shérif Hussein, et c'est comme ça que la révolte arabe prend. Ça, c'était une première chose. Deuxièmement, la déclaration Balfour, par exemple. Là non plus, il ne s'agit pas de générosité de la part des Britanniques. Les Britanniques comprennent très rapidement que la nouvelle économie va être basée sur le pétrole. Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole dans l'empire britannique, et donc il va falloir le trouver. Mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'évacuer. Pour l'évacuer, en fait, ça ne peut se faire que par la façade méditerranéenne. Oui, pardon. Et donc, pour s'assurer que le pétrole va s'écouler, eh bien, il faut que la Palestine soit entre de bonnes mains. Et ils pensent qu'en s'alliant aux Juifs européens, que ce sera d'autant plus simple, et par ailleurs pour protéger le canal de Suez. Il faut appuyer là, Shlomo. Oui, alors c'est dommage, on est en fin d'émission et vous ouvrez, vous ouvrez en plus ce diable intempestif qui sonne, mais on reviendra peut-être, vous reviendrez nous parler du sionisme vu à travers Gertrude Bell, c'est très intéressant. En tout cas, je renvoie à votre livre Mésopotamia qui paraît aux éditions Grasset. Merci Olivier. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Bon dimanche à tous.